Mesdames, Messieurs, cette séance est la dernière. Elle est traditionnelle pour la WPC, c'est-à-dire que nous réunissons en l'occurrence 3 personnalités qui ont suivi la totalité de la conférence, qui ne se sont pas encore exprimées et qui vont nous dire, chacun de leur point de vue, quelque chose qu'ils ont choisi eux-mêmes, qui correspond soit à une réaction sur tel ou tel aspect des débats, soit sur un point qu'ils considèrent avoir été insuffisamment traité. Et alors, comme ces intervenants de la dernière session sont tous français, je ne puis que réitérer la remarque que j'ai faite antérieurement sur le fait que les Français, ensemble, ont intérêt à parler français. D'ailleurs, c'est également l'intérêt des interprètes, parce que ça permettra d'éviter ainsi une cacophonie inutile. Voilà. Alors, on va commencer par le général Béhanzin. Alors, vous le connaissez d'ailleurs, puisqu'il est intervenu déjà dans une session qui concernait les problèmes de sécurité en Afrique l'an dernier. Mon général, alors il est grand. Et comme disait Victor Hugo, il est grand, et c'est pour ça que quand je m'approche de lui, je préfère m'asseoir très vite pour ne pas faire apparaître ce handicap. Bon, tu as la parole. Merci, Président. Je ne suis pas aussi grand que vous. J'essaye de paraître. Chers amis, chers participants, quand je les ai revus, une fois de plus depuis le vendredi 13 décembre 2024 ici à Abu Dhabi, passant tour à tour de manière magistrale dans leurs rangs et grades respectifs, avec leurs panels successifs. Je voudrais citer M. Jean-Claude Trichet, Bertrand Badré, Marc-Antoine L. Mazega, Gérard Mestralé, John Andrew, Thierry Martin, Daniel André, Lucia Sirapi-Thomas, Nicolaus Lang, Valérie Ducrot, Adil Alzaroni, Michel Kazachné, Jean-Michel Severino, Steven Erlanger, Renaud Girard, Céane Cléry, Virginie Robert. Je n'oublierai certainement pas les conversations que nous avons eues respectivement avec M. Kevin Bakati, M. Kevin Ruyd, Ayman Ezat, Awa Gargash. Je dis encore une fois, car c'est la 3e fois que je viens à notre grande revue mondiale, des enjeux géopolitiques, économiques et sécuritaires, sous l'œil vigilant des Émirats arabes unis, terre de grande tolérance religieuse, comme le démontre clairement la construction de la maison de la famille abrahamique, inaugurée le 16 février 2023. Je prends mon temps parce que nous sommes sur la dernière ligne droite. Cette famille comprenant une église catholique, une synagogue et une mosquée. Le grand rabbin de France nous l'a rappelé encore ce matin, ou cet après-midi. Une grande revue mondiale, comme en témoigne largement la participation honorable et importante depuis la première édition jusqu'à la 17e édition, participation de chefs d'État et de gouvernement, président de la République ou vice-président de la République. Et là, je fais un grand clin d'œil à son Excellence M. Tiemoko Meïlé Koné de la République de Côte d'Ivoire, dont je salue respectivement le discours chargé de sens à l'ouverture de notre conférence. Conférence souvent placée sous l'autorité morale des grands leaders religieux, tels que le grand rabbin de France, Haïm Korsia,
mais surtout l'archevêque de Constantinople, le patriarche Bartholomée, qui nous a dit en substance ceci le 9 décembre 2002. La guerre en Ukraine, provoquée par l'agression injuste, je le cite intégralement, injuste de la Russie en février 2022, constitue la pire crise géopolitique et humanitaire européenne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le patriarche a poursuivi en affirmant « Nous établirons que la source de nos malheurs est la conséquence d'erreurs de jugement concernant des questions liées à la foi. » À la foi, c'est-à-dire à la religion. Le patriarche a conclu son discours en disant « La compréhension d'un monde nouveau qui se constitue sous nos yeux ne peut pas faire abstraction du fait religieux. » En 2022, ici même à Abu Dhabi, nous avons longuement et en profondeur évoqué la situation en Afrique de l'Ouest et au Sahel. La situation s'est-elle améliorée? Non. Non et non, je ne pense pas. Au contraire, il y a eu le coup d'État au Niger qui a alourdi le bilan. 3 pays du Sahel ont décidé de quitter ma CEDEAO, votre CEDEAO, Communauté économique régionale de l'Afrique de l'Ouest. En Guinée, où il y a eu dans la même foulée un coup d'État, la situation parle d'elle-même, avec des disparitions, des privations de liberté, des morts, et j'en passe. Récemment, il y a eu un match au cours duquel près de 150 personnes sont décédées. Alors, puis sont arrivées, depuis ce temps-là, la guerre entre Israël et le Hamas. La guerre entre Israël et Hezbollah. Et récemment, la débâcle en Syrie. Il y a eu néanmoins des événements heureux que vous me permettrez de citer. La CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Je crois que la Côte d'Ivoire a reçu la palme d'or d'organisation des Jeux footballistiques. Les Jeux olympiques de Paris. Et enfin, tout dernièrement, il y a eu la levée de boucliers contre la présence des forces militaires étrangères en Afrique. Ces derniers sujets que je viens d'évoquer n'ont peut-être pas été suffisamment débattus. Nous n'avons pas pu le faire justement parce que les paramètres de ces questions sont très volatiles en dehors de la parfaite réussite des Jeux sportifs en Côte d'Ivoire et en France. Des événements sportifs qui rassemblent plus le monde des hommes que les guerres ici et là n'en détruisent impitoyablement enfants, femmes, enceintes, personnes âgées, handicapés de toutes sortes, humanitaires, hôpitaux, etc. Nous n'en avons pas assez débattu. Nous n'avons pas assez parlé de la jeunesse du monde en général et de la jeunesse africaine en particulier. Le vice-président de la Côte d'Ivoire l'a souligné dans son discours introductif, mais il faut cependant considérer des perspectives à court, moyen et long terme pour faire face à la dégradation continue du monde. À très court terme, la World Policy Conference ayant opté pour un diagnostic permanent devra évoluer vers des approches de solutions plus réalistes. Cela dit, pourquoi la WPC ne se transformerait-elle pas en un lobby mondial pour plaider auprès des dirigeants mondiaux et en faveur d'un monde raisonnablement ouvert et plus humain? Je dois avouer que lorsque j'ai été invité à la WPC de 2022,
je pensais me retrouver encore dans un énième amphithéâtre d'hypocrisie, comme ceux que l'on voit dans les forums de ce qu'on appelle confusément la communauté internationale. Mais j'ai finalement, avec mon parrain, le professeur Robert Dossou, ici présent que je salue, j'ai réalisé dès le début des travaux la fine intelligence et la maîtrise du leader de toute l'opération qu'est le professeur Thierry de Montbrial et de toute son équipe que je vous prie d'applaudir. Ma troisième participation, je ne la regrette pas non plus, car l'organisation et l'encadrement sont restés parfaits dans tous les secteurs visibles. Les participants sont d'un très haut niveau. Les différentes thématiques en plénière comme en atelier sont pertinents. Les échanges sont d'une très grande qualité et d'une très grande utilité. L'ambiance est très conviviale et le temps est peut-être trop vite passé. Pour moi, les résultats sont bons. Et pour être réaliste à court terme, il faudra poursuivre les réflexions stratégiques en cercle concentrique pour aboutir à des résultats raisonnables et humainement satisfaisants. À mon avis, rien ne semble irréversible dans le monde des hommes, même si les événements qui se déroulent sur la planète Terre sont effrayants. Pourquoi pas une conférence spirituelle mondiale, puisque tous les peuples croient en quelque chose. Le grand rabbin de France l'a dit aujourd'hui. Et je crois que la WPC, et je le dis sans aucun esprit dithyrambique, qui a fait le choix exigeant, en termes humains et financiers, de faire des analyses détachées de toute émotion, de toute passion, de toute déviance langagière ou langagière, et enfin de toute hypocrisie néfaste et de tout double standard malheureusement à la mode. En réalité, notre humanité doit choisir entre une solidarité franche et réaliste et le suicide collectif. C'est pourquoi je nous invite à adhérer à cette pensée d'Albert Einstein qui dit, je cite, « Ce ne sont pas ceux qui font le mal qui rendent le mal insupportable, mais ceux qui regardent et laissent faire. » La WPC ne peut et ne doit pas continuer à laisser faire. Je voudrais enfin finir sur un sujet que je connais le mieux, à savoir la solidarité sécuritaire dans le monde. Au niveau de l'Afrique, en général de l'Afrique de l'Ouest en particulier, il y a deux niveaux que nous pouvons considérer. La première, c'est la solidarité régionale. La région comprend, la CEDEAO, je veux dire, comprend 15 États. Et tout le monde sait que chaque pays s'occupe de la sécurité de ses citoyens et des biens des citoyens. Aujourd'hui, les États de l'AES, Alliance des États du Sahel, à savoir le Mali, que je connais très bien, le Burkina et le Niger, ont quitté la CEDEAO parce qu'ils reprochent à cette communauté un manque de solidarité régionale. J'ai eu l'avantage d'avoir collaboré ou d'avoir eu des collaborateurs qui sont aujourd'hui Premier ministre au Mali. Il était colonel pendant qu'il était à mes côtés. Et un ministre d'État chargé de la Défense, celui du Burkina, qui était aussi dans mon département pour les questions de sécurité régionale. La CEDEAO établit les règles de stratégie régionale d'ensemble. Mais chaque pays doit pouvoir s'occuper de sa sécurité. Sur le plan régional, nous avons établi un plan d'action de lutte pour un budget estimé, je vais le répéter, Monsieur le Président, de 2,3
millions de dollars US. Nous n'avons eu aucun soutien de nulle part. Mais quand la guerre de l'Ukraine a éclaté, les États-Unis seuls ont donné plus de 100 milliards de dollars à l'Ukraine pour que les pays s'entrechoquent et continuent à se tuer. Le deuxième niveau de solidarité, c'est la solidarité internationale. Au Mali, comme au Burkina et au Niger, nous avons eu la solidarité internationale. Mais les fruits n'ont pas été satisfaisants. C'est cela qui constitue la cause fondamentale des levées de boucliers contre la présence des forces étrangères dans les pays africains. Parce que quand vous croyez à un ami, à un parent qui vient à votre rescousse et qui a les possibilités, si aujourd'hui le terrorisme n'est pas étendu de façon collective, parce que les terroristes dans le Sahel sont des unités collectives, et qu'il n'y a que du terrorisme isolé en Europe et en Occident de façon générale, c'est que la flotte aérienne surveille le territoire, en plus de toutes les dispositions qui sont faites sur la terre pour protéger les citoyens. Les États africains n'ont pas ces moyens. En cela, je voudrais plaider la solidarité internationale, comme la WVPC le souhaite. Je vais m'en arrêter là. Peut-être que j'ai été un peu trop long, Monsieur le Président et chers amis, et vous redonner la parole. Merci beaucoup. Merci, mon général. Merci, Francis. Et maintenant, je vais passer la parole à géographe devenu patron pendant quelques années du Centre d'analyse et de prévision du Quai d'Orsay, puis ambassadeur qui connaît bien les pays baltes, et un penseur. Mon cher Michel, à toi. Oui, merci Thierry, merci à tous les organisateurs. J'avais proposé de partager quelques réflexions sur le Sud global, entre parenthèses. 4 considérations. Terme assez peu employé, sauf par notre ami de Shanghai. Bon, c'est une représentation du monde. La géographie est objective et subjective. Donc je dirais en géographe, c'est une carte mentale. C'est un terme qui avait été forgé en 1969 par un chercheur américain engagé, Dan Arbor, pendant la guerre du Vietnam, la guerre américaine au Vietnam, pour dénoncer la domination du Nord. Un peu tombé dans l'oubli, et ça a été jugé par The Economist comme le mot de l'année, enfin, l'expression de l'année 2023. Donc c'est quelque chose d'assez récent qui, en quelque sorte, enrichit le dictionnaire des idées reçues, pour citer Flaubert, dans lequel on trouve aussi depuis 2 ans Collective Nazapad, l'Occident collectif, dont Tatiana m'a expliqué que devenait qui s'opposait à la majorité globale. Donc on a 2 concepts, le Sud global, la majorité globale. Gustave Flaubert avait sous-titré son dictionnaire « Le catalogue des idées chics ». Et dans les médias français, c'est très chic, mais aussi dans les médias d'autres pays. Sur le fond, on l'a vu d'ailleurs pendant 3 jours, ça tend à se substituer à l'idée de pays émergents. Cette concurrence des termes est assez intéressante parce que ça signale que les questions géopolitiques sont essentielles dans les décisions économiques. Alors deuxièmement, une analyse un peu critique de cette expression, puisque vous le savez très bien, en linguistique, le stéréotype est plus intéressant par celui qui l'emploie, le locuteur, que par son contenu. Et sans vouloir offenser ceux qui dans cette salle emploient ce terme, c'est d'abord utilisé comme une machine de guerre narrative anti-occidentale. À la manette, évidemment, nos amis chinois, qui utilisent cette vision de manière délibérée et constante. Je permets de citer l'introduction
du Forum sur la coopération sino-africaine, le FOCAC, à Pékin, en septembre 2024. Je cite, le monde connaît je cite le représentant spécial du gouvernement chinois pour les affaires africaines, le monde connaît des transformations profondes portées par l'ascension du Sud global. Notre histoire ne retournera pas au vieux jour du colonialisme. Il dénonce la montée de la mentalité de guerre froide. Dans toutes les visites officielles à Pékin ou dans les réunions internationales où participe la Chine, par exemple le G20 à Bali, le terme est employé. En fait, il exprime une continuité, fait quelques recherches dans ce domaine, de la vision chinoise du monde depuis la conférence de Bandung en 1955. Le terme n'était pas employé, on était plutôt sur le non-alignement, mais il y avait déjà cette idée contre la mentalité de guerre froide, dénonciation de la logique des blocs, éloigner les forces militaires américaines de l'Asie orientale promise au sol asiatique, c'est la doctrine Monroe de l'Indo-Pacifique, donc tributaire de l'influence chinoise, bâtir une communauté d'intérêts avec l'ancien tiers-monde. Et la Chine est leader, puisque la Chine est pays en développement. Chacun sait que c'est un pays en développement. On trouve un sous-produit de cela chez des experts russes que nous connaissons depuis 2 ans. Loukyanov a l'audace de dire « La Russie est le porte-parole d'un Sud global lassé de la domination occidentale sur les affaires du monde ». Et j'ai repéré que Sergueï Lavrov, à Vientiane, lors d'une réunion de ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN, puisque la Laos avait la présidence de l'ASEAN l'année dernière, a déclaré qu'il fallait faire partir d'Eurasie les forces extra-régionales. Donc l'expression Sud global est associée à Eurasie et associée à la logique de bloc, guerre froide, etc. etc. Ça, c'est l'aspect un peu critique de cette élocution, mais je préfère ici, puisque l'esprit de la conférence, c'est d'être réaliste et positif. Et on résume ce qu'on a dit depuis 3 jours, et notamment depuis l'introduction de Thierry, mais j'avais préparé avant mon texte. Cette expression, elle nous dit quelque chose, et donc il faut qu'on y réponde. Elle nous dit qu'on est dans un monde où les puissances moyennes s'expriment. Et ces puissances moyennes, elles sont westphaliennes. On a entendu parler d'État-nation pendant 2 jours, pour cette partie du monde, où ça n'est pas encore consolidé. Et comme disait Von Bülow en 1897, en critiquant la France et le Royaume-Uni qui s'étaient partagé l'Afrique, l'Allemagne, à cette époque, voulait sa place au soleil. On a des puissances moyennes qui veulent être reconnues comme acteurs d'un jeu international. Alors on peut toujours dire c'est pas un ensemble homogène, c'est différent du tiers-monde d'Alfred Sauvy fondé sur la croissance démographique. Quand on regarde la carte des BRIC+, et surtout des aspirants, il y a un recoupement assez fort. Il manque le Chili, il manque 2-3 États. Mais la politique des États membres, si j'ose dire, de ce Sud global est une politique d'intérêts nationaux. Je prends 3 exemples. Le Vietnam pratique ce que leurs diplomates appellent une neutralité active, une politique extérieure qu'ils appellent omnidirectionnelle, ou, dans la version vietnamienne, la diplomatie du bambou. Donc on reçoit Poutine, mais on vend aux États-Unis pour bénéficier des difficultés sino-américaines. L'Indonésie, au moment du G20, et l'Indonésie est un grand pays que je cite avec plaisir à cause de Bandung, ils sont en train de retrouver ça, parle de politique, diplomatie de neutralité libre et active. En bahasa indonésien, on dit « bebas active ». Et puis en même temps, ils ont obtenu un accord de 169 mots pour condamner l'invasion russe, novembre 1922. L'Inde a organisé, quand elle présidait le G20, en janvier 2023, la Voice of Global South Summit. Il y avait 125 États participants. Mais l'Inde appuie sa modernisation économique sur ses importations chinoises. Vous voyez les contradictions. Entre parenthèses, l'Inde et la Chine sont des pays de l'hémisphère nord, mais j'accepte cette incohérence géographique. Donc c'est une référence partagée,
incantatoire, mais il n'y a pas de posture, en fait, contestataire à l'égard de l'ordre international. Tous ces pays veulent faire partie du système, et notamment de l'économie de marché. Simplement, ils font leur marché entre Pékin, Washington et Bruxelles. Et ils ont raison. Et je vais terminer mon dernier point, sans savoir, en rendant hommage aux propos du général Béhanzin, nous n'avons plus, il faut qu'on le comprenne une fois pour tous, le monopole de la puissance normative et narrative. Donc il faut entendre ce qui se dit depuis ce que j'appellerais les Suds locaux. Alors je vous donne un exemple qui intéresse la France. Pour moi, le principe général du système international, et je ferai une référence qui ne déplaira pas à Thierry, c'est Tocqueville, c'est l'égalité des conditions. Les éléments symboliques sont tout aussi importants que les statistiques de commerce extérieur ou d'investissement. Exemple récent que je prends au Sénégal. On a beaucoup parlé de la jeunesse africaine. Mais la jeunesse africaine, elle interpelle les vieux pays coloniaux, comme le mien. Et c'est bien. Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, vient de déclarer dans Le Monde du 30 novembre 2024, il y a 15 jours, à propos de la présence militaire française, maintenue par ses prédécesseurs. Il dit combien y a-t-il de soldats sénégalais en France? Pourquoi Paris doit-il décider, avec la mission de Jean-Marie Bockel, que dans tel pays souverain et indépendant, il faudrait 100 soldats? Ceci ne correspond pas, dit-il, à notre conception de la souveraineté et de l'indépendance. Il faut inverser les rôles et voir ce que les Français accepteraient ou non. Alors moi, je fais quand même une petite note de bas de page. Si le président sénégalais dit ça, c'est qu'il a été élu démocratiquement et qu'il n'a plus besoin de soldats français pour protéger son pouvoir. Et vous connaissez, cher général, un pays voisin du nord-est de votre pays, où un ancien président disait « Tant que les Français sont là dans les bases, je suis tranquille ». Je ne le citerai pas par charité. Donc, après, on peut décliner tout ça, je vais arrêter, mais récemment, un agent provocateur bien connu, Kishore Mahboubani, a profité de l'arrivée au pouvoir d'un chancelier travailliste plus ouvert et plus réaliste au Royaume-Uni, un Premier ministre, pardon, en lui suggérant, comme preuve de son ouverture au vaste monde, de transférer le siège du Royaume-Uni du Conseil de sécurité à l'Inde. Mais la réforme du Conseil, elle est devant nous. Il faut donc cesser de négliger les Suds locaux. Le président Biden n'a fait qu'un seul voyage en Afrique pendant tout son mandat, il y a la semaine dernière en Angola, un seul. Le président Xi Jinping en a fait 5. Il a reçu 20 chefs d'État avant la FOCAC. Il a reçu, Biden, un seul chef d'État africain, William Ruto, le Kenyan, en 15 ans, 15 dernières années. En même temps, les dirigeants africains et les experts africains ne sont pas dupes de ce qu'ils appellent, avec un peu d'ironie, nos nouveaux amis chinois. J'étais tout à fait frappé de voir que la diplomate experte sud-africaine, et j'ai confirmé ça tout à l'heure au café, a expliqué qu'elle continuait, et Jean-Michel Saverino l'a prouvé avec des chiffres, l'Afrique du Sud a changé de partenaire commercial, c'est plus l'Europe ou les États-Unis, c'est la Chine, mais c'est toujours les mêmes matières premières exportées sans plus-value. C'est toujours le même problème. Donc vous voyez que les choses sont quand même assez complexes. Et puis je termine sur une phrase bien connue, mais que j'aime citer, puisque nous avons ici un ami indien, Jaishankar, le ministre indien des Affaires étrangères, à Bratislava, à la réunion de sécurité qui s'intitule GlobSec, donc sur l'Ukraine, qui a quand même dit « L'Europe doit se défaire d'un état d'esprit qui veut que ses problèmes soient des problèmes mondiaux, mais que ceux du monde ne sont pas les siens. » Et évidemment, il faisait référence au conflit qui n'est jamais terminé entre l'Inde et la Chine dans les Himalayas. Voilà. Je vais conclure sur le fait, sur l'idée, mais en fait, c'est ce qui est fait ici depuis 3 jours et depuis longtemps, et je boucle, c'est que les Suds locaux,
tous nos partenaires, pas seulement pour des économies. Il faut travailler avec eux en égalité des conditions sur les sujets d'intérêt commun, la santé, l'énergie, les technologies, la monnaie, les normes, les règles, en se défaisant d'une attitude d'arrogance coloniale. Merci de votre attention. Mesdames, Messieurs, je n'avais pas autant d'espérance sur la qualité de cette dernière session, parce que l'indignation que vient d'exprimer Michel Fouché me réjouit. Et d'ailleurs, elle s'accorde extrêmement bien avec les propos antérieurs du général Francis Béhanzin. En fait, les relations internationales, qui ne comprend au départ que c'est fait de beaucoup d'hypocrisie? Vous l'avez dit, Francis, beaucoup d'hypocrisie. C'est fait de beaucoup de propagande, mais tout le monde en fait de la propagande. Nous aussi, franchement. L'idéologie, le Sud global n'en a pas le monopole. Et je fais cette interjection pour dire que ce que vous venez de dire tous les deux, je ne sais pas si au niveau des ressources naturelles on pourra aborder le sujet de la même manière, mais c'est que ça me réjouit parce que justement, et Francis l'a dit, c'est ce que nous voulons faire dans cette conférence, c'est la contradiction, mais la contradiction positive, et c'est gratter un petit peu ce qu'il y a derrière les déclarations et les paroles en tout genre. Bien sûr, il faut aussi dépasser ça. Mais en tout cas, je vous remercie déjà tous les deux. Cela me réjouit. Vous aviez liberté complète d'intervenir. Quand je dis liberté complète, ça va de soi pour tout le monde, mais je veux dire que je ne savais même pas ce que vous alliez dire. Je savais un petit peu pour le général, encore que j'avais préféré, je vous dis tout maintenant, ne pas le regarder pour avoir la surprise. Voilà. Et donc maintenant, je vais passer la parole à Christophe Poinceau. Alors, là aussi, je ne sais pas ce que vous allez dire, mais j'imagine que ce sera un petit peu différent, puisque vous êtes le numéro 2, le directeur général adjoint du BRGM, du Bureau de recherche géologique et minière, bien connu en France, et vous en êtes le directeur scientifique. Alors, je crois que nous allons vous écouter avec beaucoup de curiosité. Merci Thierry, merci pour cette invitation et pour ces 3 jours de réflexion extrêmement fructueuses. Et donc effectivement, tu nous as invités à apporter un éclairage finalement sur les sujets peut-être qui n'ont pas été complètement abordés, je dirais, et qui peuvent impacter assez fortement finalement la géopolitique globale. Et donc en tant qu'à la fois dirigeant du service géologique français et également président de l'Association des services géologiques européens, moi je voulais mettre sur la table et apporter dans le débat 2 sujets qui me paraissent assez fondamentales. Donc le premier, c'est effectivement la question des ressources minérales et du rôle qu'elles jouent dans nos économies actuelles et futures. Je vais y revenir dans un instant. Et le deuxième, la question de l'adaptation au changement climatique, qui me semble également un driver assez important pour l'avenir. Donc commençons par la question des métaux stratégiques, des métaux critiques, des ressources minérales. Les wordings sont assez variés, qui sont en train de devenir, si ce n'est déjà le cas, un goulet d'étranglement finalement pour le déploiement de la transition énergétique et qui deviennent aussi un enjeu de diplomatie et de géopolitique assez fort. Donc vous le savez tous, hein, les technologies bas carbone, que ce soit pour la production électrique, que ce soit pour les usages comme la mobilité, etc., sont des technologies qui sont extrêmement gourmandes en métaux qu'on appelle stratégiques, beaucoup plus que les technologies qu'on utilisait jusqu'à maintenant. Et il est important de rappeler que également le numérique est gourmand en métaux et requiert aussi donc pas mal de ressources minérales. Alors juste pour vous donner un ordre de grandeur, si vous prenez aujourd'hui une éolienne offshore telle qu'on cherche à les développer dans beaucoup de pays et vous comparez ça avec une centrale thermique charbon qui reste quand même à l'échelle mondiale aujourd'hui le premier moyen de produire de l'électricité, et bien finalement sur les éoliennes, il vous faut 15 fois plus de métaux stratégiques par kilowattheure produit que ce que vous avez sur les centrales thermiques au charbon. Et donc vous voyez évidemment que quand on dit qu'on va basculer en plus dans des scénarios qui sont assez ambitieux et assez rapides sur ces nouveaux moyens de production,
on voit tout de suite que ça va avoir un impact extrêmement fort sur le marché des métaux au sens large et avec des questions évidemment de savoir si on va être capable d'y faire face et d'y répondre. Ce que je vous dis là sur les moyens de production électrique, vous avez exactement le même type d'évolution, de changement sur la mobilité. Un véhicule électrique, en gros, c'est aussi 6 fois plus de métaux stratégiques qu'un véhicule thermique. Et donc, c'est ça qui fait que demain, on va avoir besoin de plein de lithium, de cobalt, de nickel, de graphite, de cuivre, etc. Je ne vais pas vous en faire la liste, elle est longue, mais qui fait que ce sujet revient sur le devant de la scène. Alors, aujourd'hui, quand on regarde un peu les projections que peuvent faire les experts, et je vous renvoie notamment pour ceux que ça intéresse à l'Agence internationale de l'énergie, on s'aperçoit que la vitesse à laquelle on veut assurer ces transitions vont mettre le marché en situation difficile, sous tension, et que sur un certain nombre de métaux, le marché ne saura pas répondre à la demande. Alors, il y a un cas qui me paraît le plus emblématique, et c'est le seul que je vais illustrer ici, c'est le cas du cuivre. Il est emblématique parce que finalement, c'est le premier métal que l'homme a sorti du sous-sol, il y a bien longtemps. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, on va manquer de cuivre. Et pas dans 20 ans, on va manquer de cuivre dans les années qui viennent. C'est-à-dire avant la fin de cette décennie. Aujourd'hui, quand vous regardez la manière dont on voit évoluer la production de cuivre, en fait, elle va diminuer parce qu'il y a eu peu d'investissements, toute proportion gardée ces dernières années, alors que la demande, elle va exploser parce que dès que vous électrifiez, vous avez besoin de conduire de l'électricité, vous avez besoin de cuivre. Et donc, on pourrait avoir jusqu'à, selon les scénarios, 20% de manque de cuivre à l'échelle du marché, et même si vous déployez du recyclage de manière assez agressive, ce qui est extrêmement conséquent, hein, ça veut dire qu'il manque entre 50 à 80 mines de cuivre de grande ampleur à l'échelle mondiale. Alors quand vous savez qu'il faut 17 ans en moyenne à l'échelle mondiale pour ouvrir une mine de cuivre, on voit tout de suite le problème. C'est-à-dire qu'en fait, l'histoire dans les années qui viennent, et quand je dis les années qui viennent, c'est à 10-15 ans, en fait, elle est peu ou prou écrite. Et les investissements qu'on fait aujourd'hui, c'est des investissements qui vont impacter le marché à une échéance plutôt d'une quinzaine d'années, donc plutôt la fin de la prochaine décennie. Et donc, évidemment, ça interroge sur notre capacité, du coup, à être capable de mener cette transition. Et alors, du coup, évidemment, vous devinez bien, tous les pays sont engagés dans une course, finalement, à l'approvisionnement en métaux, que ce soit sur le cuivre, le nickel, le lithium, etc., avec beaucoup d'initiatives, et ça devient un enjeu, en fait, de diplomatie, ça devient un enjeu de géostratégie, et on parle aujourd'hui de diplomatie des ressources minérales, qui était un sujet, en tout cas, au niveau du Quai d'Orsay et de la France, qui était un peu sorti des écrans radars ces dernières années, avec de multiples initiatives. Hein. Alors ça va depuis le Mineral Security Partnership qu'ont lancé les Américains, en passant, le Belt and Road Initiative a été réorienté sur ces sujets-là côté chinois. On a donc tout ce qui est partenariat stratégique lancé par l'Europe. Enfin voilà, il y a de multitudes d'initiatives pour essayer évidemment de sécuriser des approvisionnements, sécuriser quelque part nos scénarios, nos économies, nos industries. Et je vous encourage d'ailleurs à un petit exercice intéressant. Quand vous regardez les conflits à l'heure actuelle ou les zones de tension, c'est assez intéressant de voir comment ça recoupe aussi les zones de ressources, y compris d'ailleurs sur le cadre du conflit ukrainien. Du coup, ces métaux sont en train de devenir en fait une arme politique, une arme géopolitique, avec le meilleur exemple, c'est la Chine, hein, qui commence à instrumentaliser ça assez largement. Alors sans rentrer dans les détails, hein, de manière un peu formelle, ça a commencé en août 2023, où ils ont restreint les exportations de germanium-gallium. En décembre 2023, ils ont fait la même chose avec le graphite. En janvier 2024, ils ont restreint les exportations de technologies de séparation des terres rares. En septembre 2024, ils ont restreint les exportations d'antimoine. Et il y a 15 jours, donc en décembre 2024, ils ont interdit les exportations de germanium, gallium, antimoine. Et l'histoire va se poursuivre, j'en suis persuadé, donc ce n'est là qu'une photographie. Ces éléments, sans rentrer dans le détail, étant évidemment extrêmement utiles dans toutes ces technologies. Et donc vous voyez effectivement apparaître cette question des métaux qui devient indispensable pour nos économies, devient indispensable pour nos politiques publiques et qui en même temps deviennent un enjeu géopolitique, géostratégique, parce qu'évidemment, vous le savez tous, le producteur principal de tous ces métaux, c'est la Chine. Les terres rares dont je parlais à l'instant, 100% du marché aujourd'hui est chinois. Enfin, 100% de l'approvisionnement provient de Chine. Donc vous voyez ce retour finalement, Philippe dirait des commodities, mais des métaux en tout cas sur le devant de la scène diplomatique, en tête de gondole aussi de l'agenda politique, et donc avec une révolution, je dirais, de ce fait quasi copernicienne à la fois pour le monde de la diplomatie, mais aussi pour les industries qui sont derrière. Hein. Et alors pas uniquement pour l'industrie minière et extractive, c'est aussi un point nouveau.
Aujourd'hui, vous avez des end-users, des fabricants d'objets finaux, par exemple les fabricants de voitures, qui aujourd'hui s'intéressent à où est-ce qu'ils vont pouvoir sécuriser leur approvisionnement en lithium pour leurs batteries, etc. Ça ne s'était jamais vu. Et eux-mêmes, d'ailleurs, avaient peu d'idées de comment ça fonctionnait. Donc ils sont obligés de se réapproprier toute cette chaîne de valeur parce que, en fait, il y va de l'avenir de leur industrie et de l'avenir de leur technologie. Donc vous voyez que dans ce contexte-là, je pense que c'est vraiment un driver important de la géopolitique mondiale, également de la transition énergétique qu'on pourra mettre en place. Très clairement, ça ne sera pas celle qu'on décrit aujourd'hui dans un certain nombre de scénarios. Il va falloir s'adapter, il va falloir être pragmatique, il va falloir aussi développer une vision un peu plus globale finalement des sujets, de manière à ce qu'on ait des scénarios qui soient réalisables, ce qui n'est pas toujours le cas aujourd'hui. Et en fait, on est en train de se confronter à un sujet que certains nombres poussent assez fortement dans le débat public, qui est la finitude des ressources. Et en tout cas, en ce qui concerne ces ressources minérales, le fait que ça prend du temps d'y accéder. Donc ça, c'était le premier point qui me paraît important. Le deuxième, et je serai plus rapide dessus, rassure-toi, qui était l'adaptation au changement climatique. Je pense que c'est aussi un enjeu fort. On parle beaucoup de tout ce qu'on peut faire pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre, réduire du coup l'ampleur du changement climatique, c'est évidemment fondamental. Mais on l'a échangé plusieurs fois ces derniers jours. On sait tous que de toute façon, il va être là et il va être plus important largement que les 1,5 degrés. Donc il faut aussi qu'on se prépare à des événements, une évolution climatique, à des événements plus violents. On vient d'en faire l'expérience en France il y a de ça quelques heures à Mayotte, où quand même quand vous regardez un peu ce qui s'est passé, et j'en parle en connaissance de cause parce que j'ai des équipes sur place, toutes les infrastructures sont à terre, de l'aéroport au port en passant par tous les bâtiments. Et c'est quelque part une illustration, une bonne image de ce qui nous attend et du besoin et du début de réorientation qu'on voit sur les politiques publiques, à la fois dans nos pays européens, mais aussi et beaucoup dans les pays des pays en développement, pour anticiper finalement ces événements qui vont prendre de multiples formes. Alors, il y a évidemment tout ce qui est augmentation du niveau marin, qui peut être tout à fait conséquent, qui entraîne un retrait du trait de côte. Juste, je ne suis pas sûr que vous ayez des ordres de grandeur en tête, mais par exemple sur la Gironde aujourd'hui en France, alors je suis désolé, c'est des chiffres en France, mais le littoral recule de 2,5 mètres par an. Donc quand vous compilez ça à l'échelle de quelques décennies ou commencez à réfléchir à l'échelle de ce qui va se passer d'ici la fin du siècle, c'est des distances considérables et c'est des relocalisations d'activités industrielles, d'activités portuaires, de villes, qui sont tout à fait conséquentes et auxquelles il faut se préparer. Il y a les questions de tout ce qui est impact sur... finalement, il va y avoir des périodes de sécheresse plus longues, donc il y a la question de la ressource en eau qu'il faut qu'on apprenne à gérer. Vous savez que c'est un sujet majeur qui fait d'ailleurs beaucoup de débats sociétaux. Il y a la question de ce qu'on appelle le retrait-gonflement des argiles, le fait que le sol il respire, si vous voulez, et que ça fracture les bâtiments. Il faut savoir quand même en France qu'on a 55% des bâtiments privés qui vont se fissurer à cause de ça. Donc c'est le premier risque assurantiel aujourd'hui en France, c'est ce sujet-là. Donc avec une dimension là aussi financière et du coup un couplage sur l'ensemble des autres sujets, des autres questions économiques. Donc tous ces enjeux sont des enjeux qui commencent à changer les politiques publiques, sur lesquels je pense qu'il faut que collectivement il y ait une mobilisation pour anticiper, sinon le coup en sera encore plus raide et plus dur, et que je pense que ça va du coup venir impacter assez directement dans les années qui viennent finalement le positionnement d'un certain nombre de pays et la géopolitique qui va avec. En tout cas, je peux vous témoigner que dans les sollicitations qu'on reçoit en tant que service géologique national qui est actif à l'international, on voit une modification rapide et radicale de nos activités avec des questions de plus en plus prégnantes sur ces sujets, parce que les pays aujourd'hui commencent à prendre les sujets à bras-le-corps. Il est temps pour un certain nombre d'entre eux. Voilà un peu sur les deux sujets que je souhaitais apporter dans le débat, qui me paraissent importants, qui vont venir impacter le reste. Merci Christophe. Effectivement, ces sujets de géopolitique des ressources sont fondamentaux. Ils ont toujours été fondamentaux, mais ils le sont encore plus. Et ils ont l'avantage qu'on peut en parler d'une manière assez objective et avec des manipulations verbales limitées, pour faire la jonction avec les interventions précédentes. Merci infiniment. Alors, en vous écoutant tous les trois, je me disais que j'ai pris une décision dans ma tête, qui est que si nous voulons garder 3 jours seulement pour la conférence, avec votre accord, on pourrait faire un vote, un consensus. Nous ferons l'année prochaine des sessions avant le petit déjeuner
et après le dîner. La seule question que je me pose, c'est ne faut-il pas supprimer le temps des repas comme étant des temps morts, hein? Mais enfin, nous allons approfondir tout cela et je vous remercie beaucoup pour ces interventions très toniques par lesquelles nous terminons ces débats. Alors maintenant, le moment est venu de la période qu'on appelle de l'envoi. Alors, avant d'envoyer et avant de me lever à cette fin, je voudrais vous dire que je suis effectivement très heureux de cette conférence parce que aussi, ça a été redit, il faut à la fois une très grande lucidité. Nous avons le devoir d'exprimer avec lucidité ce que nous pensons de l'état du monde. Et permettez-moi de redire ce que j'ai dit au début du premier jour. Nous sommes à l'orée d'une nouvelle guerre froide et il y a un risque, je dis un risque, de dérapage. Et l'idée d'une troisième guerre mondiale aujourd'hui n'est pas nécessairement absurde. Et en tout cas, la meilleure façon de l'éviter, c'est justement de la prévenir et donc de bien comprendre ce qui se passe et d'essayer de trouver toutes les voies qui peuvent permettre de l'éviter. Mais je suis aussi le premier à m'associer à ceux qui pensent qu'il faut toujours cultiver l'espoir ou l'espérance, pas d'une manière béate, mais là encore, d'une manière réfléchie et active. Nous avons tous le devoir de contribuer à cette petite flamme qu'on appelle l'espérance. Et ça, je crois que chacun, dans cette conférence, à notre manière, nous y avons contribué. Et cela est important. Et maintenant, je me lève. C'est pas la première fois, vous me direz, ni la dernière. Alors, merci. Nous avec lui. Et donc, je voudrais procéder au rituel des remerciements. Alors, évidemment, vous ne serez pas étonnés. D'ailleurs, vous allez dire, qui est la première personne que je vais appeler? Comment s'appelle cette personne? Comment? Alors, Songnim Kwon. Je pense qu'il n'y a pas une seule personne dans cette salle qui n'ait eu Songnim plusieurs fois au téléphone chaque semaine pendant un certain nombre de semaines. Donc, merci Songnim. Et Songnim, on va appeler toutes les personnes qui ont travaillé directement avec vous ces derniers temps. Donc, je vous laisse les appeler. Charlotte, Elsa et Adélaïde. C'est leur triomphe. Merci à toutes les trois. Et je voudrais maintenant appeler l'équipe de production de cette conférence, ce qui est un travail aussi énorme. Et donc, je vais demander à Florent de Chanterac de bien vouloir venir. Voilà. Et Florent, c'est vous qui allez appeler vos collaboratrices et collaborateurs dans cette aventure. J'aimerais appeler Michael, Marc. Michael, chef de projet, Marc, notre créatif directeur, Sandrine, la responsable de la logistique, Cassandre, Laureline, protocole, Abdé et David. David qui était au plateau. Et évidemment, je voulais remercier nos techniciens derrière qui ont fait un travail remarquable. Ça fait 2 ans voilà.
Et nos photographes aussi, qu'on tient à remercier, qui sont toujours fidèles. Et évidemment l'hôtel aussi, qui vous accueille depuis 2 ans et qui vous connaît bien. Et aussi nos amis du MOFA. Mais ça, je vais laisser peut-être Thierry faire un mot et les accueillir sur scène. Évidemment, mais si vous permettez, auparavant, je vais appeler quelqu'un que j'ai enlevé, une femme que j'ai enlevée à l'âge de 16 ans, Marie-Christine. Voilà. On en a juste un tout petit peu plus maintenant. Voilà. Et maintenant, effectivement, je voudrais appeler le MOFA, donc le ministère des Affaires étrangères, qui ici, alors le MOFA, alors nous sommes heureux, très heureux de vous accueillir et de vous remercier. Et d'appeler 2 personnes qui, à ma connaissance, ne sont pas ou pas encore des citoyennes émiriennes, et j'appelle Naïda et Gabriela. Naïda qui est un bras... Mais non, il faut monter, il faut monter. Voilà. Un bras droit d'Anouar Gargache, que vous avez écouté hier et qui a été mon grand complice depuis le début dans cette affaire. Gabriela, qui est une citoyenne roumaine, un pays que j'aime beaucoup, et qui travaille. How long have you worked here, Gabriela, in the Emirates? 12 years. Very impressive. So, merci beaucoup, particulièrement à toutes les deux. Nous avons beaucoup travaillé ensemble ces dernières années pour notre plus grand profit commun et aussi pour notre plus grand plaisir. Merci à toutes les deux. Alors, je voudrais appeler maintenant effectivement la presse, donc Guillaume Foucault et son équipe. Et Guillaume, vous allez appeler lui-même Alix au Pays des Merveilles, bien sûr. Alix sont nominés Alix, BX, Eva sans X. Ça en fait du monde. Bon. Je voudrais aussi, alors on va laisser monter quand même. Je voudrais aussi appeler la personne qui s'est occupée du protocole, ce qui n'est pas une tâche simple. Et figurez-vous qu'elle s'appelle Cassandre. Ah, mais elle est là. Mais je ne l'avais pas vue. Ah, vous l'avez déjà mentionné. Voilà. Alors, bravo. Parce que quand j'ai appris que cette année, la personne qui allait s'occuper du protocole s'appelait Cassandre, je vous avoue que j'ai eu un léger doute. Mais finalement, ça s'est très bien passé. Voilà. Alors, je crois je voudrais remercier aussi les interprètes qui ont fait un gros travail. Est-ce que j'oublie quelqu'un de vous? Voilà. Alors, il reste effectivement, puisque nous fonctionnons quand même d'une manière relativement démocratique. Donc, je voudrais vous remercier toutes et tous qui avez non seulement participé par vos interventions, par votre contribution à l'animation générale, mais qui avez participé d'une large manière à la co-construction de cette conférence et plus généralement de la World Policy Conference, parce que nous sommes en fait une sorte de club, nous revendiquons cette forme de travail en commun, et je peux dire réellement qu'au fil des ans, chacune et chacun d'entre vous contribue à la réflexion, à la transformation, à l'amélioration
de cette conférence. Donc, tous ensemble ici, nous vous remercions. Et naturellement, oui. Alors, naturellement, au sein parmi nos membres, nous appelons nos membres, les participants, il y a, je dois exprimer mes salutations toutes particulières et très chaleureuses à nos partenaires, à nos soutiens, parce que nous ne vivons pas seulement de l'air du temps. Donc, je les applaudis. Oui. Alors, qu'est-ce que j'ai oublié, vous venez de me dire? Nicolas. Non, mais Nicolas, mais il est parti. Mais Nicolas de Germay, vous le connaissez aussi. Il est donc le vice-président de la conférence. Et effectivement, l'amitié, la coopération qui fonctionne remarquablement bien contribue d'une manière essentielle au fonctionnement de l'ensemble. Mais alors, voilà, il est vrai que... Attendez, elle n'est pas venue sans que je le sache, non? Anne-Lotte, non? Alors, il reste d'autres, je crois que vous avez tous été invités. Ah ben, elle est là, elle s'est cachée, voilà. Vous avez probablement tous ou presque été invités à parler à la WPC télé. Eh bien, Anne-Lotte, vous venez. Bon, écoutez, je vais vous dire une chose. On va appeler l'équipe technique, puis ensuite vous venez tous ici, parce que sinon je vais les appeler les uns derrière les autres. Hein? Il faut vous remercier aussi. Ah oui. Enfin. Voilà. Je pense qu'on peut remercier Thierry aussi, qui a créé cette conférence il y a 17 ans. C'est à chaque fois toujours le plus impressionnant. Donc merci de votre vision et de nous emmener dans ces aventures. Bravo Thierry. Merci. Voilà. Bon, je crois qu'en vous citant tous, je n'ai oublié personne. Et il me reste à vous dire que nous allons nous retrouver tout à l'heure, pour celles et ceux qui le peuvent, sur la plage, enfin dans un endroit très agréable que certains ont peut-être fréquenté avant le début de cette conférence, que nous aurons sûrement donc un dîner très agréable. Oui, l'atmosphère, c'est le club, hein, on l'appelle ça. Alors, il faut une petite laine, bien, parce que nous sommes après tout dans le golfe Persique et qui fait froid le soir. Ça, très bien, nous allons nous couvrir un petit peu, mais surtout, vous aurez le droit de boire un demi-verre de vin. Et si tout se passe bien, peut-être même un verre entier. Voilà, merci.